autres expériences très utiles et importantes, c'est la gratitude, la pratique de la gratitude. C'est un bain de jouvence pour votre cerveau. D'ailleurs, la gratitude est antinomique de l'anxiété et de la dépression. Vous ne pouvez pas être à la fois anxieux et avoir de la gratitude. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est là ça fait notamment le lien avec la santé, là, pour le coup. Voilà. Et si plusieurs fois par jour, on s'arrête pour juste trouver une bonne raison d'avoir de la gratitude, voyez, on favorise le fait que notre cerveau entre dans des registres de fonctionnement qui sont bienfaisants, le fait de savourer, de prendre le temps de savourer, le temps qu'il fait, la nourriture, la relation avec les autres. Donc il y a comme ça plein de petites pratiques qui échappent, parce qu'on sait tous que la gratitude, ça fait du bien. Mais combien de fois, dans les dernières 24 heures, avez-vous pensé, vous vous êtes dit, ça me ferait du bien de juste prendre quelques secondes pour penser à des motifs de gratitude? On oublie. Peu le font activement, j'imagine. Voilà. Mais si on le fait activement, à ce moment-là, l'effet cumulatif est presque incroyable. Je vous donne juste encore un autre exemple. Si à la fin de chaque journée, avant d'aller vous coucher, vous écrivez à la main de préférence 3 choses que vous avez bien faites pendant cette journée ou dont vous êtes fier. Vous faites ça pendant 7 jours. La recherche a montré que votre estime de soi croît pendant 3 mois. Vous faites ça pendant 7 jours, ça croît pendant 3 mois. C'est phénoménal comme effet de levier. Maintenant, imaginez que vous faites ça tous les jours, pas juste pendant 7 jours. On peut obtenir des effets thérapeutiques, mais pas seulement thérapeutiques, parce qu'une faible estime de soi, évidemment, c'est une forme de pathologie de la relation, mais ça reconfigure la relation au monde. Si je n'ai pas honte d'être qui je suis, si je ne suis pas embarrassé d'être qui je suis, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'expériences que je vais vivre de manière bien meilleure. Donc c'est aussi un processus d'action que chacun peut mettre en place. Absolument. Il n'y a pas besoin d'aller chez un psychologue ou chez ses... Pas forcément besoin. Absolument. Ça peut aussi être des petites choses... Et en fait, toutes les traditions spirituelles prévoient ça. Vous voyez, dans le bouddhisme, quand vous avez la cloche qui sonne de manière aléatoire, et dès qu'elle sonne, au monastère des pruniers, chez Thich Nhat Hanh, tout le monde s'arrête, prend une respiration pour revenir ici et maintenant. Quand vous mangez, vous pensez à l'interdépendance. S'il y a du poisson, c'est quelqu'un a été le pêcher, très loin dans la mer. Puis un camionneur qui est venu récupérer le fruit de la pêche et qui l'a emmené jusque chez le poissonnier où vous l'avez acheté. S'il y a le poisson, il y a le soleil, il y a le plancton, il y a l'océan, il y a les vagues, il y a les marées avec la lune. Tout l'univers est dans votre poisson. Voyez ? Donc en fait, les pratiques spirituelles, elles proposent comme ça des expériences de contemplation banales, mais qui donnent des opportunités de se plonger dans une relation avec la vie qui est totalement différente de celle de l'occidental névrosé. La médecine a pris un virage extrêmement dangereux et totalitaire à partir du moment où les Rockefeller et les Carnegie, dans les années 1910-1915, ont payé M. Flexner pour faire un rapport qui leur a permis de faire la promotion de la médecine chimique. Pourquoi ? Parce que les Rockefeller et les Carnegie avaient de l'aluminium à écouler, à revendre, parce que l'aluminium à cette époque-là, c'était un rebut de l'industrie sidérurgique. Donc, ils ne savaient pas quoi faire de l'aluminium. Et donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces tonnes d'aluminium qu'on produit avec la fabrication du fer, etc. Puisqu'en fait, l'aluminium, c'est pas quelque chose qu'on trouve naturellement dans le sol. C'est un by-product. Bon, il n'y a pas des gisements d'aluminium. Mais bon, voilà. Alors, c'était qui monsieur Flexner ? Alors, Flexner, c'était un médecin, mais qui a été payé par Rockefeller et Carnegie. Et donc, c'est Carnegie qui a dit à Rockefeller, en fait, un excellent marché qu'on pourrait développer, c'est d'injecter l'aluminium dans le corps des gens. Tout simplement. Ça, ouais. Bon. Et ils se sont dit, oui. C'est un marché super, quoi. Et donc, ils ont engagé M. Flexner pour faire tout un rapport sur les écoles, les académies de médecine aux États-Unis, qui, à l'époque, jusqu'en 1920, enseignaient de façon égale et égalitaire l'homéopathie, l'ostéopathie,
La médecine chinoise traditionnelle, la médecine pasteurienne avec les premiers vaccins qui existaient déjà à l'époque, la médecine, le début de la médecine chimique, puisque les aspirines, ça date de 1913, quelque chose comme ça, avec Baxter. Oui, je crois que c'était Baxter, oui, c'est ça. Et donc, ils ont décidé, pour promouvoir l'écoulement de leur aluminium, ils ont décidé de financer les académies de médecine qui acceptaient de n'enseigner plus que la médecine chimique et allopathique et de balancer et de bannir de leur programme l'homéopathie, l'ostéopathie, la naturopathie, l'herboristerie, etc., etc. Ça a commencé là. Voilà, et c'est le fameux rapport Flexner qui a légitimé scientifiquement, bon, il a été bien payé par Rockefeller et Carnegie, mais c'est comme ça qu'il y a eu un virage au niveau de la médecine dans les début des années 20, et c'est là qu'on a enseigné non plus une médecine qui est au service de la globalité de l'individu, parce qu'en homéopathie, en ostéopathie, on connaît très bien ça, mais c'est une médecine qui prend pouvoir sur le patient, qui est défini comme incompétent et impuissant, et sur lequel le médecin va avoir un pouvoir de vie ou de mort. Et je dirais que pour moi, c'est tout à fait naturel que la médecine soit, c'est peut-être violent de dire ça, le bras armé du nouvel ordre mondial. L'État est sorti de la guerre, la France est sortie de la guerre, elle était ultra endettée, il n'y avait plus de routes, plus de ponts, plus d'usines, tout était dévasté. Et pourtant, on a tout reconstruit parce qu'on avait accès au crédit sans charge d'intérêt. La première chose et la chose principale que Pompidou, banquier, a faite en arrivant au pouvoir, c'est de commencer l'endettement de la France sans avoir besoin de loi. C'était avant la loi 73, c'était à la fin des années 60, donc c'était 69, quelque chose comme ça et suivant. Et là, en fait, c'est toute la fonction publique qui s'est mise à emprunter auprès des marchés financiers sans qu'aucune loi ne leur impose. Donc, les hauts dirigeants de l'État sont devenus des traîtres, en fait, en imposant à la collectivité, à nous, d'emprunter auprès des marchés financiers au lieu de collecter par l'impôt, ou au lieu de créer la monnaie auprès de la Banque centrale. Alors, il y a une deuxième chose que je voudrais vous signaler, c'est que il nous manque une éducation populaire pour comprendre que l'État n'a pas besoin des impôts pour se financer. Je sais que c'est provoquant comme ça, mais là encore, c'est un livre qu'il faut que vous lisiez. Bon, j'ai plusieurs livres, bien sûr, sur la théorie moderne de la monnaie, j'en ai 300 des livres sur la monnaie, mais celui-là, je pense que c'est le plus accessible, c'est celui qui va vous bouleverser, que vous soyez élu, responsable ou simple citoyen. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin pour satisfaire les besoins de la population. Il la crée. Un État qui n'a pas été sabordé par des dirigeants traîtreux, mais parce que c'est ça qui s'est passé. Nos représentants, au plus haut niveau, et Yves avait raison de souligner que c'est surtout les présidents, mais ils sont aussi accompagnés de majorités parlementaires. Mais les circonstances, la Constitution de 58, qui est en fait une anti-constitution, mais les parlementaires, la majorité parlementaire, en fait, sous le joug du président, puisque les parlementaires n'ont leur ordre de mission et leur accréditation pour se présenter au nom du président qui vient d'être élu que s'ils sont fidèles et serviles. Et en fait, les majorités parlementaires doivent leur pouvoir au président qui vient d'être élu et ils doivent leur prochaine réélection au même président qui vient d'être élu et qui ne leur permettra pas d'accéder au pouvoir si jamais ils trahissent. C'est pour ça d'ailleurs que les motions de censure marchent si bien, c'est parce que dans une motion de censure, tu refuses, tu es parlementaire et tu refuses de valider, de donner ta confiance au gouvernement. Ok, le gouvernement tombe, mais le président va te le faire payer. D'abord, il a le contre-feu de la dissolution de l'Assemblée nationale, et s'il y a les élections, aussitôt, bien sûr, ceux qui ont été traîtreux, ceux qui ont trahi le président, vont perdre leur boulot, et donc ils vont perdre tout leur statut, leurs privilèges, leur accès aux médias, etc. Donc c'est un enjeu majeur. Donc les parlementaires sont dépendants dans une anticonstitution comme celle-là, mais on pourrait en imaginer une autre, évidemment, mais les parlementaires sont dépendants. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la dette publique, mais c'est depuis des millénaires, c'est un outil de soumission, c'est un outil d'esclavage, de mise en esclavage de particuliers d'abord, et puis de bout en bout de la population.
j'écris à la Cour des comptes. Ben oui. Voilà, je dis, Ben écoutez, oui. Ben oui. Madame la Cour des comptes, vous avez publié un rapport sur les éoliennes et vous dites qu'il faut accélérer. En gros, toujours les éléments de langage de la filière éolienne. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner, d'une part, la liste des magistrats qui ont rédigé ce rapport et ensuite la liste des personnes auditionnées au titre de ce rapport? Réponse de la présidente, nous ne communiquons pas ces informations. Et, si tu veux, on se retrouve dans une situation où la Cour des comptes refuse de donner le nom de magistrat. On rappelle que la Cour des comptes est une juridiction. Et donc, on a un rapport qui est anonyme, dont on n'a pas les personnes auditionnées et dont on n'a pas la composition de la section chargée de rédiger le rapport. Un truc de dingue. Bon, alors je sollicite à nouveau. Et là, à ce moment-là, Madame Poder, qui était à l'époque présidente de chambre, fait une grosse boulette. Ah ben oui, ça arrive. Elle met en copie le président de la section chargée de la rédaction des rapports sur l'énergie, un certain Jean-Paul Albertini. Donc, on comprend que Jean-Paul Albertini, président de la section 3 de la deuxième chambre de la Cour des comptes, il est président de la section chargée des rapports sur l'énergie. Et là, patatras, on regarde le CV, eh bien Jean-Paul Albertini, il était, et je te donne dans le mille, directeur de cabinet de Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre chargée de la fermeture de Superphénix et directeur de cabinet adjoint de Cochet, le ministre de l'Environnement, qui a attribué les subventions aux éoliennes, les subventions qui sont encore aujourd'hui. Donc, on a Jean-Paul Albertini, directeur de cabinet adjoint puis directeur de cabinet des ministres de l'Environnement du gouvernement socialo-communiste de la gauche plurielle de Lionel Jospin, qui a mené toute la politique depuis Lionel Jospin et qu'on retrouve d'ailleurs en service dans le gouvernement Hollande. Il y a une fonction très importante au ministère de l'écologie et on le retrouve magistrat chargé d'un rapport pour évaluer la politique éolienne qu'il a lui-même mise en place alors qu'il était directeur de cabinet. Voilà. Ouais, mais ça évite de la paperasse, Fabien. C'est pratique, c'est juste pratique. Ça évite de la paperasse au fur et à mesure du temps. Tout le budget a été mis dans une vidéo YouTube, mesdames, messieurs, qui a été diffusée avant, évidemment, le meeting de Gabriel Attal. C'est parti, mesdames, messieurs. 3 minutes 38 de grand spectacle. C'est le teaser, c'est Tipa. Nous ne venons pas de nulle part. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Oui. Pas sûr que Robert Badinter il serait chez vous aujourd'hui. On récupère, après tout, pourquoi pas. Nous sommes les enfants de siècles d'histoire qui ont forgé un héritage, un esprit, un modèle français. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est ce modèle qui nous a fait grandir. Ah ouais, Ambroise Croizat, pardon. Il se revendique d'Ambroise Croizat, si vous ne le connaissez pas. Ambroise Croizat, militant et penseur communiste, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui participe au Conseil national de la résistance, au CNR, on y reviendra, et qui est l'un des pères de la sécurité sociale. C'est d'un culot d'oser se revendiquer d'Ambroise Croizat. L'héritage d'Ambroise Croizat, c'est vraiment le régime général de la retraite, celui-là même qui a été attaqué, comme on le sait, à 2 reprises d'ailleurs, en 2019-2020, interrompu par le Covid, c'était Édouard Philippe, et ensuite en 2022-2023, c'était, on s'en souvient bien sûr, Elisabeth Borne. Ambroise Croizat, c'est l'un des pères du statut de la fonction publique, attaqué là aussi par la Macronie, qui a signé la fin du statut de cheminot, je vous rappelle si vous l'avez oublié, et qui à de nombreuses reprises a voulu attaquer le statut de la fonction publique en l'affaiblissant de plus en plus. L'assurance chômage n'est pas directement un héritage du Conseil national de la résistance,
puisque ça n'intervient qu'une dizaine d'années plus tard, au moment où s'installe un chômage qui devient un chômage structurel. Mais l'assurance chômage est totalement dans l'esprit des grandes conquêtes sociales du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce que fait ici la Macronie, en cherchant par cette image à se réapproprier l'héritage d'Ambroise Croizat, c'est vraiment une abjection. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Je vous rappelle quand même que le Conseil national de la refondation, le gadget mis en avant par Emmanuel Macron en 2022 comme la pointe avancée de leur nouvelle méthode qui devait s'incarner dans ce Conseil national de la refondation, qui a été un gadget totalement inutile, remplacé évidemment par les rencontres de Saint-Denis, enfin bref, toutes ces conneries là. Je vous rappelle que le Conseil national de la refondation a été nommé ainsi pour conserver les lettres CNR, et donc pour s'approprier le sigle du Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans un discours, avait explicitement lié les deux, en disant mais tout à fait, je mets en avant le Conseil national de la refondation parce que nous sommes dans un moment qui rappelle la Seconde Guerre mondiale. Il se voulait vraiment l'héritage du CNR, le Conseil national de la résistance. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, faisait directement le lien entre la nouvelle réforme de l'assurance chômage, qui n'était rien d'autre qu'une nouvelle attaque contre l'assurance chômage, et l'esprit du Conseil national de la résistance. Donc en fait, cette abjection, ils l'ont déjà commise. Je vous refais pas tout le raisonnement. Pour celles et ceux qui se demandent encore, la logocratie, c'est quoi? Mesdames, messieurs, la logocratie, c'est ça. C'est Gabriel Attal qui, dans un meeting où il va revendiquer de refaire une réforme de l'assurance chômage et de se réattaquer une nouvelle fois aux conquêtes sociales, eh bien le même Gabriel Attal met en avant cette vidéo où il prétend revendiquer l'héritage d'Ambroise Croizat, l'un des pères de la sécurité sociale, la logocratie en une image. Ce que fait ici par cette image Gabriel Attal ne vaut pas mieux que ce que fait Éric Zemmour quand il manipule l'histoire à son propre profit. C'est exactement la même chose, sauf que eux ils sont au gouvernement et ça change absolument tout.